Notre habitat, nos modes de transport, les énergies que nous utilisons, les déchets que nous rejetons forment un mode de vie qui, dans son ensemble, est remis en question avec la crise climatique. Alors, est-ce que la ville en elle-même est un problème ou est-ce qu'elle est une part de la solution? Nous allons donc regarder aujourd'hui ce qui se fait et ce qui se pense en termes d'écoquartiers, de comportement durable et de villes à énergie positive. De quoi s'agit-il au juste? Donnons une définition puisque les villes durables doivent reposer sur quelques principes établis par le WWF pour l'initiative One Planet Living. Zéro carbone émission, des transports collectifs et non polluants, une énergie renouvelable, un habitat fait de matériaux locaux et récupérateurs d'énergie, une alimentation d'origine locale, une gestion durable de l'eau, un recyclage total des déchets et des projets élaborés avec la participation des habitants présents ou futurs. Car il y a 3 piliers pour le développement durable, l'environnement, l'économie, mais aussi le social. C'est là le schéma idéal. Donc prenons plusieurs exemples à travers le monde en tentant de repérer si ces critères y sont respectés. La ville suédoise de Malmö est une des premières à avoir mis en route des projets s'inscrivant dans un urbanisme durable. Elle a saisi 2 opportunités qui se sont présentées à la municipalité. La fermeture des chantiers navals de la ville dans les années 90 laisse une immense friche industrielle et entraîne un taux de chômage de 30% de la population de certains quartiers. Le maire de la ville obtient que le pont franchissant le détroit de l'Øresund, qui sépare la Suède du Danemark, lie Malmö à Copenhague, plaçant ainsi Malmö à 15 minutes de la dynamique capitale danoise. Et d'autre part, sur les anciens chantiers de construction navale, la ville accueille en 2001 une exposition européenne sur l'architecture et l'habitat de demain. Cette expo est ensuite transformée en zone d'habitat à faible dépense d'énergie. Et dans ce nouveau quartier urbain, dit Västra Hamnen, le port d'Ouest, l'alimentation des immeubles est assurée par une éolienne de 2 MW, plus un toit photovoltaïque qui a été construit sur l'un des bâtiments. Mais les coûts de construction des immeubles sont élevés, ce qui interdit des loyers modestes. Donc cette expérience est réussie sur le plan énergétique, mais le bilan social est mitigé. La deuxième opportunité à Malmö, c'est la remise en état d'immeubles dégradés d'un quartier populaire à Augustenborg. Ce n'est donc pas une création ex nihilo, mais une opération de réhabilitation avec la participation de la population locale. On a la mise en place d'un tri sélectif des déchets, avec des locaux environnement équipés d'un toit végétalisé, une cuve à compost pour les déchets végétaux, afin de réutiliser 70% des déchets sur place. Et pour la production d'énergie, les toits ont été couverts de panneaux solaires, plus l'utilisation de la géothermie. Les dessertes avec le centre-ville ont été améliorées pour rompre le sentiment d'isolement des habitants, des pistes cyclables ont été installées et la location partagée de voitures fonctionnant au GPL a été mise sur pied. On a redessiné la voirie pour qu'elle soit plus sûre, avec la création de rues-jardins limitées à 15 km/h, et on a favorisé la création d'emplois dans le quartier. Quand on constate le nombre d'innovations, le projet est une réussite, moins spectaculaire que l'exemple précédent, mais elle est plus globale. Les habitants, déjà présents, puisque c'était un vieux quartier d'habitation, ont été sollicités, l'énergie est partie intégrante du projet, et les transports ont été repensés. Deuxième exemple, au Royaume-Uni. Voici le Grand Londres. La capitale britannique et son agglomération ont actuellement environ 8 millions d'habitants et elles vont devoir loger 4 millions de personnes supplémentaires d'ici 2021. Ce qui veut dire que chaque commune de l'agglomération londonienne va devoir créer 23 000 logements chaque année. Le choix que font les élus du quartier de Sutton, 180 000 habitants, qui est proche de Londres, est d'en profiter pour en faire un modèle soutenable. Près de Beddington, ils décident de créer un quartier de 2 hectares conçu pour émettre 0 émission de CO2 afin de se conformer aux engagements du Royaume-Uni vis-à-vis des accords de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les premiers logements ont été occupés en 2002, avec pour cahier des charges une qualité des espaces communs, avec jardin public ou privatif, une réduction des obligations de déplacement, ce qui implique de proposer habitat, travail, services et loisirs dans le même quartier, tout en prévoyant des transports collectifs intégrés qui visent à rendre inutile la voiture individuelle. Dans les immeubles, les bureaux occupent le rez-de-chaussée au nord, à l'ombre des terrasses, et les jardins du premier étage, destinés au logement, sont exposés au sud pour maximiser l'éclairage et le chauffage solaire passif. Pour maîtriser la dépense énergétique des logements, ceux-ci sont dotés d'une forte isolation, de ventilation naturelle avec récupération de la chaleur, de récupération des eaux de pluie pour les toilettes et d'un traitement des eaux usées sur place. Plus des systèmes à énergie solaire pour recharger les voitures électriques. BZ est aujourd'hui le modèle d'écoquartier du projet One Planet Living, mais en fait cela concerne tout de même assez peu de monde. Le quartier de BZ accueille 250 habitants. C'est un projet d'urbanistes et d'architectes réalisé sans consultation avec les futurs occupants. Allons maintenant au Portugal, à 1 heure au sud de Lisbonne, à Mata de Sesimbra, pour découvrir non pas un quartier d'habitation, mais un complexe touristique dont les travaux ont commencé en 2003. Né à l'initiative de One Planet Living, là aussi, ce projet est intéressant parce qu'il veut montrer que l'on peut poursuivre les développements liés au tourisme sans forcément massacrer la nature et les côtes. L'idée est de procéder conjointement à la création d'une réserve naturelle de 4800 hectares avec reboisement en arbres locaux, le chêne-liège, les pins parasols, et un complexe touristique de 500 hectares avec 6000 maisons, soit à peu près une capacité d'accueil de 25 000 lits, pour un investissement total d'un peu plus de 1 milliard de dollars. Le site sera alimenté par une station solaire de 15 hectares, avec récupération des eaux de pluie, recyclage des eaux usées et un réseau de transport conçu pour rendre inutile la voiture individuelle. Ce projet de reforestation prévoit l'aménagement de couloirs protégeant les écosystèmes des animaux et la remise en état des terres humides. Il devrait créer 11 000 emplois en tout, liés à la construction, au développement de l'économie locale et un approvisionnement en nourriture dans un périmètre de 50 km. Ce projet, qui est développé par le cabinet Pelicano, est le plus important de ce type d'origine privée en Europe. Il montre que l'on peut appliquer les principes du durable à d'autres types d'espaces qu'aux quartiers et aux villes. Un centre d'exposition du projet a été ouvert en 2008 et tout visiteur voulant accéder au complexe devra s'acquitter d'une écotaxe. Maintenant, allons en plein désert à proximité de l'aéroport international d'Abu Dhabi. Le grand projet de la ville de Masdar a commencé en 2008 et il devrait s'achever vers 2016. La ville forme 3 quadrilatères de taille décroissante, à la suite les uns des autres, d'une superficie totale de près de 7 km² et elle pourra accueillir jusqu'à 50 000 habitants. Cette ville ne devrait émettre aucune émission de gaz à effet de serre, ne produire aucun déchet et aucune voiture ne pourra y circuler. Le promoteur du projet est l'entreprise Abu Dhabi Future Energy, qui a confié la conception au cabinet d'architecture Foster & Partners et la construction à une entreprise américaine de BTP. L'investissement total est estimé à 22 milliards de dollars. Masdar se veut la première ville durable au monde, ce qui veut dire que l'alimentation électrique sera assurée par des panneaux photovoltaïques intégrés dans les bâtiments, plus une centrale électrique solaire pour combler les pics d'énergie et des éoliennes pour profiter des vents nocturnes du désert. L'alimentation en eau proviendra d'une centrale de dessalement alimentée par l'énergie solaire. La ville prévoit un système de gestion des déchets accessible et utilisable facilement par tous, invisible et sans odeur. Et pour les transports, il y aura 2500 véhicules électriques, des vélos, des transports personnels Segway, plus un train électrique traversant toute la ville, avec à terme une liaison avec l'aéroport d'Abu Dhabi. De plus, sur le modèle traditionnel des cités arabes, la ville aura des rues étroites pour qu'elle reste à l'ombre,
Elle sera protégée des vents chauds du désert par des hauts murs et faire ainsi baisser la température pour éviter les énormes dépenses qui sont liées à la climatisation. Alors un tel projet semble très séduisant, mais est-ce qu'il correspond à l'urbanisme durable? Y aura-t-il mixité sociale ou bien cette ville serait-elle finalement une enclave réservée aux riches? Masdar deviendra-t-elle un lieu de vie avec des dynamiques propres aux villes ou bien une cité dortoir où les gens vivent et travaillent mais préfèrent se rendre à Abu Dhabi pour se divertir, un petit peu comme Brasilia avec Rio, Islamabad avec Rawalpindi ou Canberra avec Sydney. Alors on peut s'interroger en plus sur la viabilité économique d'un tel projet avec un investissement initial de 22 milliards de dollars tout de même, surtout après la crise financière à Dubaï en novembre 2009. Et en même temps, on ne peut pas toujours tout le temps tout critiquer, car dans les esprits et dans les projets, tout de même les choses avancent et les mentalités changent.